Je ne vous ai pas trompé, vous venez bien pour le petit manuel lexique antisexiste. Bienvenue. Je vous laisse lire rapidement cette publication d'une autrice que je vous recommande, qui s'appelle Farida Day. On va y revenir. Combien d'entre vous ici se considèrent contre le sexisme? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, il y a quelques misogynes peut-être, alors faire attention. Ok, mais pratiquement tout le monde a levé la main, merci. Combien d'entre vous ici se considèrent féministes? J'en ai un peu moins. J'ai l'impression qu'il y a un petit delta entre les antisexistes et les féministes. Est-ce que j'ai bon? Ok, c'est très bien, merci. C'était juste un petit sondage pour avoir une idée de qui j'avais en face de moi, à quelle sauce j'allais le manger. Bon, déjà, merci aux sponsors, parce qu'on serait pas sans eux. Merci aux orgas, évidemment, aussi. J'imagine qu'ils sont tous bénévoles et toutes bénévoles. Merci à vous aussi d'être ici. Et merci à la PDG, la Place des Grenouilles, qui est une association antisexiste que j'ai fondée avec une personne qui s'appelle Florence Chavanois, que je vous invite à suivre, qui est très bien. En fait, cette présentation, c'est un extrait d'une série de talks que j'ai proposés entre mars et mai. Là, on va voir 20 termes antisexistes. C'est issu d'une série d'une 50aine de termes. J'ai fait un petit résumé. Et donc la mission, la raison d'être de cet asso qui s'appelle la Place des Grenouilles, c'est de proposer un espace safe et inclusif. L'idée, c'est d'échanger, de discuter pour déconstruire, reconstruire, sans injonction ou limitation de genre. Nos 4 valeurs sont le questionnement, l'inclusion, l'équité et la bienveillance. Ok, petit disclaimer juste avant toute chose, parce que je vois pas mal d'hommes, ce que je trouve très positif. Tous les termes qui vont venir ici, toutes les anecdotes, tous les messages que je vais passer, ils ne sont en aucun cas, ils ne relèvent en aucun cas de la misandrie. Misandrie, je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est donc la haine ou la peur de la masculinité hétérosexuelle. C'est, on pourrait dire, un petit peu le pendant de la misogynie. La misogynie, c'est le mépris, l'hostilité, voire la haine envers les femmes. La misandrie, c'est donc le premier terme que je voulais vous apporter aujourd'hui, sur lequel je pense que c'est utile de faire un retour. Elle est très peu répandue, en réalité. C'est souvent un terme qui est utilisé par les masculinistes qui sont contre les mouvements féministes pour dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va vouloir dénoncer, critiquer, changer, ça relève de la misandrie. En réalité, non. Demander l'égalité, c'est pas avoir une haine des hommes. Donc, messieurs, je ne vous hais pas. Les propositions que je vous amène aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. Deuxième terme, patriarcat. Est-ce que quelqu'un ici saurait définir ce terme? Ce ne sera pas une interro surprise, c'est juste pour savoir qui a un peu une vague idée ou pas. Ok, vous avez bien fait de venir. Okay. Je pense que c'est le terme, s'il y a bien un terme que vous devez retenir aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est patriarcat. Les féministes se battent contre le patriarcat, pas contre les hommes, encore une fois. Le patriarcat, c'est tout un système qui est ultra large, qui se retrouve dans toutes les sphères, que ce soit politique, juridique, économique, c'est dans le travail, c'est dans le foyer, où les hommes tirent bénéfice en fait, de l'oppression des femmes. Systémique, vu qu'il y a beaucoup d'agilistes ici, j'imagine que vous savez ce que ça veut dire. Je le rappelle en général, juste après avoir expliqué le patriarcat. C'est important de savoir qu'en fait, toutes ces oppressions, ces discriminations, ces violences que subissent les femmes et autres minorités de genre sont systémiques, sont structurelles. Donc, ce qui est très important, retenez bien, dans les exemples que je vais vous donner, c'est que certaines manifestations, certains symptômes, c'est quelque chose, des phénomènes à appréhender vraiment dans leur globalité. C'est quelque chose de structurel qui se retrouve partout. Donc, prenez bien en compte les relations. On parle de systèmes complexes. De systèmes politiques, juridiques, social, judiciaires, etc., professionnels, c'est toujours des systèmes complexes et qui interagissent les uns avec les autres. Sexisme. Est-ce que vous sauriez définir le sexisme? Celle-là, elle n'est pas très dure.
discriminations qui incluent la notion de genre. Ok, toutes les discriminations qui incluent la notion de genre. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord avec ça? Ok, j'ai l'impression qu'il y a un consensus. Je ne sais pas si vous avez lu la baseline de cette session. Vous vous souvenez, monsieur? La baseline, non, mais en tout cas, c'est se poser les questions sur toutes les remarques qui peuvent se poser et de voir comment c'est perçu par rapport à celui qui est là. Ok. En fait, la baseline que j'avais proposée, c'était « Il n'existe pas de sexisme anti-homme ». C'est très controversé cette posture-là. Le mot sexisme, il est apparu en 1965. C'est une professeure à l'université, dans une université américaine, qui s'appelle Pauline Witt, c'est ça, qui s'adressait à une assemblée d'hommes, professeurs aussi, et qui déplorait je ne sais pas si le mépris, mais en tout cas le fait qu'on ne considère pas les œuvres et l'œuvre des poétesses, des poètes femmes. Et donc elle a dit, mais c'est pas possible, en fait c'est une discrimination. Tout comme le racisme va être une discrimination basée sur la race, là, en fait, vous faites une discrimination basée sur le sexe. C'est du sexisme. Tout comme il y a des personnes racistes, et elles ne vont pas considérer l'œuvre de personnes noires, par exemple, ou le travail, ou juste la simple existence de personnes noires, vous faites preuve de sexisme. Vous ne considérez pas le travail, ou même l'existence des femmes, de certaines femmes. C'est pas au même niveau. On ne joue pas dans le même cours. On a parlé de sexage à un moment en France, mais le terme sexisme est resté. Il a été réutilisé par Simone de Beauvoir en 1973 dans une revue féministe. Et donc, le sexisme, c'est à la fois la croyance et les attitudes, c'est les comportements, c'est la croyance que les hommes sont supérieurs aux femmes et l'ensemble des attitudes discriminatoires envers elles. Donc, si je dis j'avais du mal à comprendre au départ, mais si je dis qu'il n'y a pas de sexisme anti-homme, c'est parce que oui, parfois, il y a des discriminations envers les hommes. C'est vrai. Il y a parfois des réunions qui se tiennent en non-mixité, choisies, ça fait débat. Il y a parfois des programmes dans les entreprises qui sont proposés aux femmes pour les aider à développer leur leadership ou les accompagner dans leur carrière, etc. Effectivement, parfois, messieurs, vous n'y avez pas droit. Mais ce sont des faits isolés. Vous ne subissez pas les conséquences de ces discriminations au quotidien, dans toutes les sphères de votre vie. Ça ne vous formate pas, ça ne vous construit pas. Tandis que les femmes et autres minorités de genre, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas rentrer dans tout le détail des termes que je voudrais vous expliquer, il y a aussi beaucoup de choses à parler de non-binarité, etc. Mais en tout cas, quand je dis femmes, je voudrais regrouper les femmes et les minorités de genre. En fait, on a, par exemple, une microagression au quotidien, dans chaque aspect de notre vie. Ça peut être dans le foyer, ça va être, et je dis ça peu, mais si on parle d'une famille, d'un couple hétéro-normé, il y a souvent ces discriminations dans le foyer. On sort dans la rue, ça va dans la rue aussi, à l'école, au travail, etc., etc. C'est dans tous les domaines de la vie. Et donc, un fait isolé, c'est pas grave, une blague, c'est bon, c'est juste une blague. Sauf qu'une blague plus une remarque, plus et plus et plus, en fait, ça devient un peu pesant. Il y a deux types de sexisme. Et c'est là où c'est un peu tricky. Le sexisme hostile, c'est facile, entre guillemets, à reconnaître. Ça va être des insultes, ça va être des remarques vraiment agressives et où vous allez percevoir facilement la violence. Ça va être évidemment des gestes, des violences physiques envers les femmes. Donc ça, je pense que si vous êtes là, vous connaissez, vous condamnez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'essayer de pencher là-dessus. Mais il y a aussi le sexisme bienveillant. Le sexisme bienveillant, ça va être en fait accoler toute une série de stéréotypes qui n'ont pas l'air foncièrement négatifs aux femmes. C'est par exemple estimer que les femmes sont des êtres doux et sensibles et qu'il faut être doux avec eux. C'est estimer qu'en général, elles sont bonnes en soft skills, qu'elles sont bonnes en empathie, etc. C'est tous ces stéréotypes-là. Et là où c'est un petit peu pervers, c'est que souvent, au sein d'un même système, ou même chez une même personne, on va retrouver un mélange de sexisme hostile
et de sexisme bienveillant. Et il y a des sociologues qui disaient qu'il n'y a rien de pire pour oppresser, pour garder cette domination auprès d'un groupe, que de justement cumuler un peu le chaud-froid. C'est là où c'est le plus perturbant. Parce que si c'est très franchement hostile, ça passe probablement bien. Si on met un peu de bienveillant, ça enrobe et ça passe crème. Un mélange de sexisme bienveillant et hostile, ça va être, mettons, vous voyez une scène, il y a une candidate qui arrive dans un bureau, dans une grande tour, à la Défense, mettons, et la personne qui va l'interroger, le recruteur, le patron, le manager, l'employeur, va probablement la laisser, va peut-être la laisser passer en premier dans l'ascenseur. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Et les usages veulent qu'on laisse passer la femme d'abord. Très bien, l'entretien se passe, et si finalement il donne le poste à quelqu'un d'autre, à un homme en l'occurrence, et à même qualification, etc., sans peut-être même s'en rendre compte, par biais conscient ou inconscient, là ça va être du sexisme hostile. De pas lui avoir... Donc je l'ai laissé passer, je suis bienveillant, mais finalement je lui donne pas le poste, c'est une discrimination pour le coup, on peut aller jusqu'à dire économique. Parce qu'elle va peut-être me poser un congé mat, parce qu'elle va devoir aller chercher ses enfants à l'école, etc., etc. Je pense que c'était intéressant de revenir sur le terme féminisme. Parce que là, finalement, je vous ai tendu un piège en disant que c'était un petit lexique antisexiste, mais vous l'avez compris, pour moi, c'est un synonyme de féministe. C'est tous les mouvements, toutes les idées philosophiques qu'on va retrouver, qui vont promouvoir, qui vont déjà réfléchir à cette définition. Comment est-ce qu'on définit l'égalité? C'est pas que vouloir et agir pour l'égalité, c'est déjà définir l'égalité. Parce qu'il ne nous aura pas échappé que les normes dans lesquelles nous vivons ont souvent été proposées et dictées par des hommes blancs, par le groupe, la classe dominante. Donc c'est déjà se reposer la question de c'est quoi égalité? Sur quelles règles on va jouer? Et ensuite, promouvoir cette égalité, faire des actions pour tendre vers cette égalité. Et donc on parle dans tous les domaines de la vie, ça peut être, c'est dans le travail, c'est dans la société de façon générale, c'est dans l'art, la culture, l'économie, etc., etc. Et donc, peu importe le genre des personnes, encore une fois, dans le monde féminisme, j'écarte les termes, on va en reparler après si vous savez ce que c'est ou si vous êtes curieux ou curieuse. On parle vraiment pas que d'hommes et femmes, pour moi, on parle d'hommes et de minorité de genre. On pourrait aussi même parler de communauté LGBTQIA+. Donc, le genre, important. Important de séparer le genre et le sexe. Parce que les gens, dans leur culotte, ça ne vous regarde pas. Ça n'a rien à voir. Sauf s'ils veulent vous en parler, et là, on est dans autre chose si c'est consenti. Donc, si vous faites product owner, développeur, développeuse, si vous faites des sites, si vous demandez le sexe d'une personne, à quoi ça va vous servir? Je vous invite à ne plus demander ça. Autant peut-être demander le genre, mais aussi là, ça va vous servir à quoi? Est-ce que ça va être pour faire de l'emailing et dire bonjour monsieur ou bonjour madame dans vos campagnes marketing? Je ne sais pas quelle est la valeur ajoutée de ça. Si on pense frugalité dans les données, etc., je vous invite à juste ne pas le mentionner. Donc le genre, c'est pas naturel. Ça revient à la citation très, très connue de Simone, n'est-ce pas? On ne naît pas femme, on le devient. Et pareil pour les hommes, en fait, les petits garçons aussi sont entraînés dès leur plus jeune âge à un certain nombre d'injonctions. Donc c'est une construction sociale. Et c'est là où aujourd'hui on a un système très binaire de catégories. Il y a les hommes et les femmes. On a beau dire, il n'y a pas de neutralité, il y a une hiérarchie. Enfin, il n'y a pas d'égalité, il y a une hiérarchie, et la neutralité, bizarrement, elle est masculine. Donc, on va estimer tantôt que l'homme, les hommes, n'est-ce pas, c'est les humains, c'est la neutralité, mais en même temps, on va nous rabâcher que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, il y a à la fois cette pseudo-neutralité et cette hiérarchie. Et donc, entre les sexes, mais aussi entre les valeurs qu'on va leur associer. Surtout dans l'entreprise, c'est quand même plus valorisant ou valorisé d'être fort
d'être rationnel, d'être courageux. Et un peu moins bien d'être émotif, d'être sensible, etc. Et quand j'ai dit courageux, fort, et émotif et sensible, je pense que la majorité d'entre vous, pas tous, parce qu'il y a aussi des hommes hypersensibles par exemple, mais vous avez certainement pensé que les premières qualités étaient masculines, étaient hommes, et les deuxièmes qualités, parce que ce sont des qualités, étaient féminines, donc attribuées à des femmes. Et je dis dans l'entreprise, mais je me demande si dans nos sociétés occidentales, c'est pas aussi plus largement valorisé comme ça. Je voulais revenir rapidement sur les violences sexistes et sexuelles. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la facilitation? C'est quoi le rapport avec ce qu'on fait au boulot tous les jours? A priori, oui, il y a du harcèlement sexuel, il y a des violences sexistes et sexuelles dans le travail, mais est-ce qu'on va parler de viol, de féminicide, etc. Là, je voudrais quand même en parler rapidement. Derrière VSS, vous pouvez le retrouver sous cet acronyme aussi parfois, on va ranger toutes les oppressions des personnes. Et j'ai bien mis personnes parce que c'est pas que des femmes. On parle aussi par exemple d'hommes trans, autres, qui peuvent causer ou qui causent en l'état des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet iceberg de violences sexistes. Je trouve que c'est un document assez intéressant. Vous avez une partie visible qui peut vous choquer, parce qu'elle sort peut-être un peu de l'ordinaire. On a les féminicides, on a les agressions physiques, les abus sexuels, les cris, les insultes, viols, menaces. Et en fait, tout ça, ça ne peut se produire que parce qu'il existe aussi toute la série d'éléments en bas. En fait, ces violences-là, c'est un continuum. Probablement que les femmes seraient moins faciles à violer si toute cette partie du bas n'existait pas. Les femmes seraient plus armées, plus défendues. Et sauraient se défendre aussi. Dans la partie invisible, vous avez les blagues sexistes, le fait de culpabiliser les femmes, les humiliations, le contrôle, la langue sexiste, tout ce qui est machisme ordinaire. Le chantage émotionnel, le fait de dévaloriser, d'ignorer les femmes. Donc, en fait, je vais vous parler de choses qui vont peut-être un peu dépasser la sphère professionnelle, mais pour moi, en tout cas, tout est lié. Harcèlement sexuel. Juste revenir rapidement dessus. Le texte de loi qui définit le harcèlement sexuel explique que ce sont des propos ou des faits répétés à l'encontre d'une personne, et moi j'ai envie de dire aussi, voire d'un groupe, posez-vous la question aussi, mais ça c'est juste personnel, dans le but d'obtenir, soit pour soi-même, soit pour le copain, des avantages de nature sexuelle, ou bien ces propos et ces faits répétés qui visent à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou mentale des personnes. Donc, pour vous donner un exemple, si vous faites régulièrement, si vous travaillez dans la tech, vous êtes probablement une majorité d'hommes, si vous faites souvent des blagues de cul entre vous, c'est normal le harcèlement là. C'est mieux si je me mets là, je pense, ouais. Je pense que c'est à cause de ça. Pardon. Donc, si vous faites souvent des blagues de cul entre vous et qu'il y a une femme ou deux à côté, si vous faites parfois des petites blagues du genre bah, c'est bon, retourne à la cuisine, mais c'est juste une blague, c'est bon, t'as pas d'humour, on peut rigoler. Si une femme à côté de vous devient un petit peu. affirme ses idées, elle va à l'encontre de ce qu'il dit, et qu'on lui balance ça, c'est bon, t'as quoi, t'as tes règles, mais avec toujours le sourire, c'est rigolo, c'est marrant, c'est juste une blague, c'est bon, t'as pas d'humour. En fait, si c'est comme ça de façon répétée, pour moi, et je pense selon la loi, au bout d'un moment, vu que vous ramenez souvent, dans cet exemple-là en tout cas, la femme à sa condition de femme et pas en tant que professionnelle égale, dans le cercle, dans l'équipe, dans l'entreprise, là, pour moi, ça relève quand même du harcèlement sexuel. Très difficile à prouver, vous ne serez pas puni pour ça. Légalement, vous pouvez continuer à le faire parce que personne ne va vous poursuivre pour ce genre de remarques. Mais voilà, demandez-vous quand même ce que vous faites. Petit exemple aussi assez désagréable, le mansplaining. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Sur la slide précédente, oui. Je suis parfaitement aligné avec ce que vous dites. Oui. C'est comment on doit réagir
parce que On va en reparler. On va en reparler après. Merci pour la question. C'est enthousiasmant d'avoir cette question. Donc le mansplaining, ça sent pas l'air méchant non plus. C'est cette tendance, cette habitude des hommes à expliquer, à donner des explications non sollicitées, ou bien avec condescendance à des femmes. Il y a deux exemples assez drôles, qui sont assez connus, qui ont pas mal tourné sur Twitter. Le Guardian, la publication anglaise, avait sorti un article intitulé, je ne sais plus exactement, mais c'était sur le thème des vulves. C'était tout ce que les femmes ne disent pas sur les vulves ou un truc dans le genre. Et sur Twitter, donc il y a la publication qui a ramené vers l'article, sur Twitter, un homme dit avec beaucoup d'aplomb, ça s'appelle pas vulve, c'est vagin. Et en fait, s'étant suivi, il s'est pris dans la gueule, le pauvre. Mais il ne s'en est pas tenu à ça, il a continué à argumenter avec beaucoup d'assurance. Voilà, ça c'était un exemple assez marrant. Un autre exemple d'un homme qui s'assoit dans l'avion à côté d'une femme. Il commence à discuter, qu'est-ce que tu as fait hier, où tu vas, je sais pas quoi. Et donc la femme répond, bah oui, j'ai fait un jogging, j'ai fait un bon running. Et donc il dit, ah oui, le running, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, non, mais le truc, je vais t'expliquer, je viens de lire un bouquin sur le sujet, super bouquin. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et donc, la femme écoutait patiemment, elle devait bien se marrer dans sa tête, parce qu'en fait, c'était elle, l'autrice du bouquin, qui l'avait. Et en fait, ce genre de choses, ça arrive souvent. Que vous donniez des explications qui ne sont pas sollicitées, ou de façon très condescendante, ce qui montre bien, en fait, l'a priori que vous avez sur les connaissances de la personne que vous avez en face. Vous partez du principe, soit qu'elle ne sait pas, soit qu'elle sait moins bien, ou qu'elle veut que vous lui expliquiez, que vous soyez là en sauveur, en maître, voilà. Parfois, elles n'ont pas envie de savoir, parfois elles savent autant que vous, parfois elles savent encore plus que vous. Donc posez-vous quand même la question avant. Autre exemple, pour le coup, un petit peu plus désagréable encore. Interrupting, donc les hommes interrompent beaucoup plus souvent les femmes. Il n'y a pas d'études en France, que je connaisse en tout cas. Mais aux États-Unis, une étude, j'ai plus la référence de celle-là, mais on a estimé qu'un homme était 33% plus susceptible d'interrompre une femme. D'interrompre une femme plutôt qu'un homme, ou plus qu'une femme interrompe un homme, ou qu'une femme interrompe une autre femme. Donc c'est quand même, c'est pas anodin, un tiers. Lors du débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump, Hillary l'a interrompu 17 fois, et Trump 51 fois. Vous allez me dire c'est Trump, ok. Néanmoins, une autre étude de 2017, je crois, ouais c'est ça, sur les juges de la Cour suprême américaine, qui ont montré justement, le chiffre se corrobore, qu'ils étaient donc les juges de la Cour suprême américaine étaient 3 fois plus susceptibles d'interrompre leurs homologues, les juges femmes, que les juges hommes, ou bien que les femmes elles-mêmes interrompent, soit des femmes, soit des hommes. Donc c'est cette facilité et cette tendance que les hommes vont avoir à couper la parole des femmes. Là, vous êtes nombreux et nombreuses à travailler, je crois, dans des équipes agiles, que vous soyez Scrum Master, coach, ou juste peu importe votre rôle. Observez, lors des prochaines réunions, observez les interactions, qui parle le plus, qui interrompt le plus, qui, etc. Commencez par observer et après, dans un second temps, si vous êtes un homme, essayez un peu de rester un peu plus en retrait, de juste écouter la personne qui parle jusqu'à la fin. Ok, autre valise, repeating et appropriating. Donc pour repeating, de répéter, il répète, et appropriating, c'est le bro qui va se réapproprier. En fait, c'est cette tendance des hommes de se réapproprier l'idée d'une idée, une idée initialement proposée par une femme. Parfois, dans un groupe de parole, il peut y avoir tout le monde qui parle un peu tout en même temps, ou bien l'un et l'une qui passent après l'autre. Peut-être qu'on a été socialisé à parler moins fort, à prendre moins de place, etc. Donc, peut-être qu'une femme va suggérer une idée, pas trop la développer, juste la poser là. Ok, on l'a entendu ou pas,
Le fait est qu'on continue les discussions, etc. Et puis, quelques minutes après, il y a un homme qui va sortir la même idée, avec des mots différents. Peut-être qu'il l'a fait consciemment, mais peut-être que juste même pas, en fait, c'est peut-être pas volontaire, qui veut présenter son idée avec plus de force, plus de conviction, avec d'autres mots, avec plus de temps, de parole aussi. Et ça va faire qu'en fait, on va penser que c'est cette personne-là qui était à l'initiative de cette idée-là, alors qu'en réalité, non. Appropriating, ça va encore plus loin, c'est le fait pour un homme de se réapproprier le travail réalisé par une femme. Et donc de se dire à l'initiative et enfin, non seulement de l'idée, mais aussi du travail. C'est se réapproprier ce travail tangible-là. Et, ok, on a parlé de Trump tout à l'heure, on peut se dire, ouais, ça doit être des beaufs qui laissent pas la place aux femmes. En fait, on est tous et toutes concernés, même des gens hyper ouverts, hyper éduqués. On ne parle pas de gens qui ne s'intéressent pas forcément à ça. La preuve, c'est que dans l'administration Obama, les femmes qui travaillaient donc dans l'administration trouvaient que ça se produisait souvent, ce phénomène-là. Même entre personnes du même bord politique, hein. Enfin, c'est même avec des hommes démocrates, donc ça arrive au meilleur. Et donc, elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Elles ont trouvé un système d'amplification. Leur technique, c'était, quand il y a une collègue femme, je suis une femme, et il y a une collègue femme qui lance une idée, qui dit un truc, ça va être « Ah oui, Rebecca, merci Rebecca pour ton idée », en répétant souvent le prénom de la personne qui a suggéré l'idée, et en la reformulant pour la remettre sur la place pour qu'elle soit écoutée. Merci Rebecca, bah oui, comme disait Rebecca, je trouve que Rebecca a sorti une bonne idée, etc. etc. Donc ce phénomène-là d'amplification, c'est une technique, mesdames, messieurs aussi, si vous voulez le faire votre part, pour contrer ce phénomène. Manspreading. En fait, les hommes prennent de la place, non seulement dans le temps de parole, non seulement du temps de parole, mais aussi physiquement, ça peut se voir. Là, ça va, il n'y a pas trop de différence, mais observez dans une salle de réunion, je vois quand même dans la posture certaines différences. Les hommes ont plus tendance à s'étaler, merci pour l'exemple, à s'étaler, à prendre la place. Ça peut être dans une salle de réunion, alors que les femmes, on vous apprend à croiser surtout le moins de place possible. Regardez dans le transport aussi. Observez comment s'assoient les femmes. Normalement, qu'elles aient 50 000 paquets et la poussette et le truc du bébé, etc. Okay, mais juste les corps, regardez comment ils s'inscrivent dans l'espace. Et je trouve que c'est quand même très révélateur de ce qui se passe sur des choses intangibles comme la parole. L'autre jour, j'étais dans le métro parisien, je ne sais pas qui connaît ici le métro parisien. Et donc, il y a des places de 4. Et pour pouvoir passer, se faufiler, pour pouvoir s'asseoir sur ces espaces de 4, en fait, il faut se faufiler. Et donc, il y avait un homme qui était assis sur un strapontin, donc juste avant l'espace de 4, il y avait une place libre pour l'espace de 4, où je voulais aller m'asseoir. Et en fait, il avait ses jambes croisées comme ça, il prenait tellement de place qu'en fait, je ne pouvais pas passer dans le couloir pour aller trouver une place. Et je me suis dit que c'est quand même fou, j'ai réalisé ça très récemment, que la convention veut que ce soit moi qui dise pardon pour pouvoir aller m'asseoir dans une place libre. Alors que c'est le type qui bouchait littéralement le passage. Et donc là, je me suis dit, je ne demanderai plus jamais pardon. Maintenant, je vais dire, vous bloquez le passage. Parce qu'il est temps d'inverser un petit peu la culpabilité. Donc, mansplaining. Cette habitude des hommes de s'étaler, de prendre de l'espace physique, mais j'ai en même temps envie de dire de parole. Vous êtes bon en grammaire ici? Vous êtes allé à l'école, vous avez entendu cette règle-là, qui vient je crois, du XVIIe siècle. Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est que de la grammaire, hein. C'est que des mots, ou bien des règles. Sauf que quand on rabâche ça à longueur de temps, quand on est petit, je veux dire, le masculin, souvent, c'est l'adjectif qu'on utilise pour homme, et féminin, c'est l'adjectif que la plupart du temps, on utilise aussi pour femme. Donc, qu'est-ce qu'on entend, en fait, là? Le langage construit la pensée. On a beaucoup de mal à réfléchir sans mettre de mots. Donc, en fait, si on réfléchit avec des mots sexistes, c'est difficile de ne pas avoir une pensée sexiste. Et un truc important que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je voulais vous dire, c'est qu'on est toutes et tous sexistes. À la base, on a tout le monde a des biais sexistes parce qu'on
On est tous et toutes un produit du patriarcat, on est né là-dedans. Moi, je suis là, je vous fais cette conf aujourd'hui, je suis sexiste, j'ai plein de biais sexistes, et j'essaie de les déconstruire, on les a tous et toutes. Donc, messieurs, dames, je m'adresse aussi aux dames, parce que c'est pas parce que vous avez une femme, ça vous sert de caution féministe ou quoi, beaucoup de femmes sont très sexistes. Première chose, c'est reconnaître. Parce qu'on est façonné comme ça depuis qu'on est gamin et gamine. Donc, j'avais écrit d'abord écriture inclusive. C'est pas que l'écriture, c'est tout le langage qui doit être inclusif. Essayez d'être plus inclusif dans vos écrits, dans vos paroles aussi. Quand j'entends des exemples, peu importe, lambda, mais on va dire le développeur, l'ingénieur, le médecin, et souvent ça va être la secrétaire, la serveuse. Essayez d'être inclusif. Inclusif, donc le langage inclusif, ça va réunir toutes les attentions graphiques et syntaxiques, qui va permettre d'assurer cette égalité dans les représentations. Les représentations sont super importantes, c'est comme ça qu'on se construit aussi. Dans le langage, l'écriture inclusive, un truc qui fait débat, qui fait polémique, c'est le point médian. Si vous n'êtes pas OK avec ça, aucun souci, n'utilisez pas le point médian, c'est qu'une toute petite partie du langage inclusif. Quand vous dites « bonjour messieurs, dames », vous êtes inclusif. C'est pas compliqué. Quand vous dites « bonjour à toutes et à tous », vous êtes inclusif. C'est pas compliqué. Il y a plein de mots épicènes. Au lieu de dire les droits de l'homme, on peut dire les droits des humains, en fait. Et ça devrait pas vous coûter. En fait, c'est pas compliqué. Donc, pas de débat sur le point médian. Si vous voulez l'utiliser, très bien. Si vous ne voulez pas l'utiliser, très bien aussi. Il y a plein de façons d'être. Charge mentale. Qui connaît la charge mentale ici? Bien. On va peut-être juste repasser dessus rapidement. C'est un terme qui est né, qui s'est popularisé dans les années 80 et qui est devenu plus connu grâce à la BD d'Emma. La BD intitulée « Fallait demander ». Est-ce qu'il a lu ici? Bien. Est-ce que vous la recommandez à vos camarades à côté? Voilà. C'est pas moi qui le dis. La charge mentale, c'est tout ce travail qui est non visible, qui est intangible, de coordination, d'identification, d'organisation, de planification, qui est un prérequis nécessaire au travail visible. On parle beaucoup de charge mentale dans le foyer, je vais y revenir, mais souvent dans les entreprises, il y a une bonne partie de la charge mentale qui est occupée par des fonctions rémunérées. Ça s'appelle chef de projet, ça s'appelle manager, ça s'appelle directeur. C'est des gens qui ne font pas. C'est pas eux qui livrent les logiciels. Mais c'est eux qui réfléchissent à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prioriser, pourquoi, comment, qui planifient, qui font une stratégie ou un plan de livraison, que sais-je. En tout cas, il y a tout ce travail-là qui ne se voit pas. Parfois, on peut dire à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils foutent. En fait, il y a quand même du travail derrière et c'est rémunéré. C'est valorisé, c'est rémunéré. Surtout quand c'est bien payé tout en haut et que c'est directeur et que... Voilà. Sans ce travail-là, en fait, ce serait quand même compliqué d'arriver à coordonner tous les rôles, toutes les fonctions dans les entreprises, on est bien d'accord? Oui, il y en a certains qui ne servent à rien, ok. Mais il y en a beaucoup quand même qui planifient, qui organisent. Sans eux, ce serait compliqué. Et dans une autre conférence, je donnais une anecdote. J'ai vécu au couple plus longtemps, avec un homme. Et avant, je ne comprenais pas trop en fait pourquoi, quand il me disait bon, on fait quoi, enfin, il y a quoi à faire maintenant? Je parle du travail domestique, du ménage, par exemple, des choses comme ça. Ça m'irritait. Alors qu'il me demandait, en fait, il proposait de l'aide, quoi. Il me demandait ce qu'il fallait faire pour le faire. Ça m'irritait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est grâce à ce concept de charge mentale. Qu'est-ce qu'on mange? Merci. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oui, parce qu'il faut réfléchir au menu. Alors après, il y a l'algorithme qui joue, hein. Les allergies, les intolérances, les trucs qu'il aime et qu'il n'aime pas, ou que j'aime et que j'aime pas, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit de saison, il faut que ce soit local, il faut que ceci, cela, est-ce que j'en ai encore dans le frigo, je réfléchis, c'est quoi la date de péremption, bon, il faut aller faire les courses, bon, il vaut mieux, j'ai vu une promo qui avait là, machin. Vraiment, il y a tout plein de trucs qui se jouent, et puis il faut être créatif aussi, parce que si après c'est toujours la même chose, ça fait chier. Merci pour cette question. On mange quoi ce soir? Tout ça, c'est de la charge mentale. Donc une fois que j'ai pu mettre un mot
appréhender le concept, mettre un mot sur le concept, en fait, ça permet de dénouer des tensions, ça permet d'en discuter, de se répartir la charge mentale. Par exemple aussi, quand j'organise un dîner avec des potes, très souvent, c'est moi qui trouve le lieu. J'aime beaucoup faire ça, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand par défaut, en fait, tout le monde va juste supposer que c'est moi qui vais le faire et que, avec juste un ou une pote, ça peut être juste à deux ou un groupe, quand personne se propose de bon, tu veux que je cherche l'endroit, tu veux que je m'en occupe, en fait, tu te dis, bon, bah, ça repose sur toi, forcément. Quand il y a un anniversaire à fêter au boulot, un pot de départ, un truc, souvent, qui va se charger d'acheter la carte pour que tout le monde signe? Voilà, donc ça a aussi sa place au boulot. Et c'est aussi pour vous dire que souvent les femmes, dans notre société hétéro-patriarcale, même au boulot, elles vont avoir cette pollution, cette charge de qu'est-ce qu'il faut. Il faut que je pense au carnet santé du gamin, il faut que je prenne rendez-vous avec le pédiatre, il faut acheter tel ou tel truc, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc., etc. Donc en fait, ça nous impacte à tous les niveaux, que ce soit nous dans notre couple ou avec des proches, juste ça peut être des potes, mais aussi nos collègues. Donc déjà, démarrez par vous. Parlez-en aussi autour de vous. Il y a aussi, si vous partez en vacances, que ce soit en couple ou avec des amis, souvent il y a une personne, surtout, qui organise, qui regarde tous les itinéraires, les vols, les hôtels, les restos, les visites à faire, etc., etc. Et en fait, oui, parfois cette personne, elle peut être un peu tendue. C'est normal, en fait, elle a une charge, un poids sur elle. Parce qu'en plus, si c'était pas bien, si ça ne te satisfait pas, c'est oh ouais, bon, on a choisi ce truc-là, bon, pourquoi tu as choisi ça, quoi. Donc c'est cette charge mentale. Utilisez ce mot, s'il vous plaît, dans vos interactions pro-perso. C'est important de la répartir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tweet. Il a fait pas mal d'écho, d'abord sur Twitter évidemment, mais ensuite après sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des articles aussi qui avaient été écrits là-dessus. Donc ce type qui dit que sur les 10 dernières années, il a réussi à faire un doctorat. Il a eu une promotion, il est devenu CEO, et tout ça en ayant 6 enfants. Et il vient nous expliquer ses secrets. Il nous explique comment il a fait, comment il a réussi à conjuguer cette réussite professionnelle et personnelle. Et donc il donne des tips de productivité à la con. Et il s'est pris une grosse claque. J'ai vu tout à l'heure qu'il a supprimé son compte Twitter. Parce que, en fait, il ne mentionne pas sa femme dans l'histoire. Donc ces 6 enfants, ils ne se sont pas élevés tout seuls. Quand ils rentraient à la maison, j'imagine que c'était pas trop le bordel, ou peut-être un peu, mais en tout cas c'était vivable. Et il ne parle pas de tout ça. Donc ce travail domestique, c'est toutes ces tâches qui ne sont pas rémunérées, qui sont minimisées, dévalorisées, voire complètement invisibilisées, comme dans le cas de ce monsieur, d'entretien du foyer et des soins portés aux personnes dépendantes. Ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi un parent handicapé, en situation de handicap, une personne âgée ou autre. L'INSEE a fait une étude, je pense que c'était en 2016, comme un anti-sèche, ouais, qui estime à 60 milliards, c'est ça, 60 milliards d'heures par an, la quantité de ce travail domestique, passé pour le travail domestique. Si c'était payé au SMIC, juste le SMIC, et attention, réfléchissons bien, c'est quand même, on parle de l'éducation des enfants, on parle de juste la propreté et l'hygiène dans le foyer. Déjà, juste rien que payer le SMIC, je trouve que c'est un peu limite, mais bon, c'est peut-être un autre débat. Juste en partant du fait que ces 60 milliards d'heures soient payées au SMIC, ça correspond à 1/3 du PIB français. C'est quand même une richesse énorme de n'importe quel pays. Et en plus, la France, dans le classement PIB, n'est pas trop mal. Hein. Et tout ça, c'est majoritairement réalisé par vos conjointes, par vos mamans, très souvent par des femmes. Pas tout le temps, je le sais, et si vous êtes là, il y a probablement pas une bonne partie de vous qui mettez la main à la pâte, mais c'est quand même juste énorme. 1/3 du PIB français qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas valorisé. Et regarde aussi l'âge de départ à la retraite des femmes. Ils sont un peu après celui des hommes. Donc oui, je vois pas pourquoi vous plaignez, féministes, vous avez le droit de voter, de travailler, d'avoir un compte en banque, vous faites chier, on est en France, ça va. Non, en fait, non. Il y a encore des trucs à améliorer. Et il y a des choses qui sont menacées aussi. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ici, messieurs,
là je vais m'adresser que aux hommes, qui aident à la maison. Okay, ça ne vous semble pas problématique de dire qui aide à la maison? Merci. Merci, c'est votre foyer. Vous êtes co-responsables, vous êtes des adultes tous les deux. Je l'assume. Je juste présume que vous êtes en couple hétérosexuel, il y a probablement des exceptions ici, mais en tout cas, voilà, dans ce cadre normatif-là, vous n'êtes pas censé aider. En fait, le foyer, ce n'est pas la responsabilité de votre conjointe. Sauf si elle l'a dit délibérément, elle s'est dit, ok, je veux me consacrer au foyer, ce sera ma responsabilité, je ne travaille pas à côté, etc. Mais si vous avez tous les deux un emploi, en fait, vous ne devriez pas aider madame. Je suis contente que ça fasse réagir. Pour messieurs, encore une fois, je ne suis pas misandre, je vous aime beaucoup messieurs, ne vous inquiétez pas. Messieurs qui aidaient à la maison, qui récure les toilettes? Ok. D'accord. Non, parce que souvent, tout ça... Non, mais très bien. Souvent, c'est aux femmes qu'incombent les tâches les plus répétitives, les plus ingrates, etc. Donc, quand on parle de travail domestique, on inclut aussi, par exemple, le bricolage ou jouer avec les enfants, etc. Donc, il y a toujours quand même une hiérarchie dans les tâches, des trucs un peu plus cool à faire que d'autres. Il y a des choses ponctuelles, peut-être que faire une armoire de ses propres mains, c'est quand même vachement chouette et valorisant, c'est du travail domestique. Récupérer les toilettes, c'est pas sympa et c'est souvent fait par les femmes. Donc si on parle des tâches les plus... le cœur en fait, du ménage, de tout ce qui est ménage, cuisine, vaisselle, etc., c'est 78% des femmes qui le font à l'échelle de la France. Donc c'est bien dans un petit microcosme, mais ça va voir tout pareil. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, oui, ces 10 dernières années, il y a eu une évolution dans le temps passé par les papas avec leurs enfants. Ces 10 dernières années, à votre avis, on a gagné combien de temps passé avec les enfants, en moyenne? Sur quelle échelle? En temps. 2 heures? Hebdomadaire, Ah oui, c'est une bonne question. Ouais, je crois que c'est l'hebdo, c'est ça. Non, peut-être quotidien. Je sais plus en fait. C'est vrai, c'est une bonne question. Un point d'amélioration sur la présentation, je suis désolée. Je crois que c'est hebdomadaire. 10 minutes. 10 minutes en moyenne sur les 10 dernières années. Parce que moi, quand je parle, en fait, dans mon entourage, il y a des papas et j'ai l'impression qu'ils s'investissent vachement dans l'éducation de leurs enfants, ils en parlent beaucoup, ils sont très fiers, ils sont présents, ils sont là, et je me dis, ah, c'est génial, en fait, ça bouge. Et continuez, progresser, c'est top. En fait, quand on regarde les stats de l'INSEE, c'est à pleurer, quoi. Mais oui, je vous promets que je vous rajoute l'échelle. Parce que les mecs, ils se la racontent. Comment? Les mecs, ils se la racontent. Ils bluffent. Oh, j'espère que non. Tu vois, je suis un peu naïve. On s'est rendu compte aussi que les femmes mariées à des hommes dorment moins que les femmes célibataires, donc c'est aider vos femmes, essayez de dormir un petit peu. Dernière petite stat autour du travail domestique, et désolée pour le son. Plus un couple a d'enfants, plus la femme va passer le temps, évidemment, à élever, à soigner, etc., ses enfants. Et le conjoint, il va passer moins de temps. Donc ça doit être égalitaire. Hein. Plus il y a d'enfants, plus tout le monde travaille. C'est même pas égal. C'est même pas l'homme qui va travailler pareil selon qu'il a 1 ou 4 enfants. C'est qu'il va en faire encore moins. Donc voilà, les couples où il y a 5-6 enfants, je me dis... Les hommes en sont conscients du fait qu'ils devraient faire plus à la maison. Ils trouvent 50 000 raisons techniques pour éviter. Ça peut être évoquer leur incompétence. Non mais en fait je sais pas bien repasser, s'il te plaît, la chemise, ça va y avoir des plis. Je le ferai la prochaine fois. J'ai pas le temps. Enfin bon, vous avez un petit florilège. Parfois, c'est bouder, c'est faire semblant d'être malade, ça va quand même jusque-là, c'est un petit peu grave, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Ok, back to work. Le plafond de verre, vous avez sûrement entendu déjà parler de ce terme, c'est tous ces obstacles qui sont souvent invisibles,
qui sont imposées aux femmes et qui rendent plus difficile l'accès à des fonctions à plus haute responsabilité et à plus haut salaire aussi. En moyenne, l'écart salarial homme-femme, il est de 16,8% en France. Sur les postes à haute responsabilité, ce chiffre monte à 21%. Alors, on a des lois sur la parité, l'égalité des salaires, blablabla, on a des grilles. Là, ce sont des choses factuelles qui seraient très faciles à mettre en place. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Et on est tous, collectivement, et toutes responsables de ça. En fait, je vais tomber dans des stéréotypes, mais c'est pourtant une réalité. Dans les RH, il y a une majorité de femmes. Et pourtant, c'est quand même les hommes qui sont mieux payés à salaire, à fonction, à diplôme, à expérience égale. Il y a une loi, la loi Copé, en 2011. Elle estimait qu'il fallait plus de femmes dans les conseils d'administration. L'obligation légale, normalement, le but en tout cas, c'est d'arriver à 40%. 40, voilà, on est 51 ou 52% de plus dans les conseils d'administration. Là, on en est super loin. Pour arriver à ça, on devrait embaucher à peu près plus de 200 femmes pour les conseils d'administration. Aujourd'hui, il n'y a que 4 CEO dans les entreprises du CAC 40. Veolia, Suez, Engie et Orange. Et c'est des nominations assez récentes. Dans la politique aussi, les récentes élections ont montré un recul dans les députés EES à l'Assemblée nationale. On était à 40% avant. Au Sénat, il n'y a que 33% de sénatrices. Et il y a 20% de mairesses par rapport à 80% de maires dans les communes françaises. Enfin, voilà. Falaise de verre, je ne sais pas qui connaît ce terme ici, moi je l'ai découvert assez récemment. Ok, cool. C'est cette tendance des organisations, que ce soit entreprises, partis politiques, institutions publiques, des organisations en crise, à mettre sur le devant de la scène des femmes, donc présidente ou CEO ou chef ou autre. Justement, à ce moment-là où c'est le plus risqué, donc on les met dans des situations compliquées, on les met dans des situations d'échec assez probables. D'une part, donc l'échec est presque inéluctable. Donc voilà, on ne leur donne pas trop de chance. Et c'est à ce moment-là qu'on les nomme à ces postes-là, bizarrement. Et non seulement ça va certainement les faire échouer, mais en plus, on va les utiliser comme bouc émissaire. On va évoquer leurs compétences, ou parfois pas l'évoquer clairement, explicitement, mais ça va être un peu sous-entendu. Et après, on va se dire, bon, elle n'a pas fait le job, derrière, on va mettre un homme blanc, idéalement. Des exemples. Marissa Mayer, la PDG d'Yahoo, qu'on a nommée juste après une grosse partie du marché qui a été mangée par Google. Theresa May, première ministre britannique, juste après le Brexit, alors que le pound avait enregistré une baisse phénoménale. Valérie Pécresse, évidemment, plus récemment. Son parti avait beaucoup de chances de gagner, c'était évident. Et je ne me souviens pas la dernière fois que ce parti-là avait présenté une femme à l'élection présidentielle. Le pendant du plafond de verre, c'est aussi le plancher collant. Il y a aussi beaucoup d'obstacles qui retiennent, en fait, qui tirent les femmes vers le bas ou qui les retiennent vers le bas, vers des fonctions moins élevées, moins valorisées, moins rémunérées. En moyenne, les femmes font plus d'études que les hommes. Et aussi, elles ont pas plus tendance à s'orienter vers des filières qui sont moins valorisées, socialement, économiquement. Tout ce qui est le care, par exemple. Alors que c'est dans le care, que ce soit l'éducation aussi, que ce soit les maîtresses, ou les profs, ou les infirmières, c'est quand même, les sages-femmes, c'est quand même ces personnes-là qui assurent le futur de la nation, qui assurent l'avenir des hommes, qui vont accéder au pouvoir et tout décider. Et donc c'est quand même assez hallucinant que ce soit aussi peu valorisé. Les femmes occupent la majorité des métiers précaires. 78% des temps partiels sont occupés par des femmes, et 34%, c'est 78%, c'est pour s'occuper de proches, d'enfants ou de personnes malades. 70% des intérimaires sont des femmes. Voilà, tout ce qui est précaire, c'est souvent occupé par les femmes. Alliés. En fait, ce que je vous invite aujourd'hui, je vais en parler pour résumer.
Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, messieurs, c'est de devenir des alliés si vous en avez envie. Vous ne souffrez pas directement, j'ai bien dit directement, parce que je pense que les hommes sont perdants aussi dans le système patriarcal. Vous avez certains avantages, vous ne souffrez pas de certaines discriminations, mais vous avez peut-être envie de participer en fait, à une société un peu plus égalitaire et équitable. Vous pouvez devenir des alliés. Parfois ça ne coûte pas grand-chose, jusqu'à un certain niveau aussi ça coûte beaucoup. Mais je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être une petite volonté. Donc si vous voulez le faire, vous serez plus qu'encouragés. Et pour résumer, je suis très fière parce que j'ai même pas fait exprès, mais si vous lisez de haut en bas, ça fait ré-et-part. Donc j'étais très fière de cette slide. Première chose, reconnaissez vos biais. Et là, je m'adresse à tout le monde, femmes, hommes, non-binaires. Il faut tous et toutes qu'on reconnaisse nos biais. On est sexiste, en fait, depuis petit et petite. Écoutez et observez. C'est pas tant de dialoguer. Dans un premier temps, c'est surtout écouter. En fait, écouter sans interrompre, écouter sans remettre en question, écouter avec une écoute active et généreuse, ce que ces dames ont à vous dire. Observez aussi, dans l'entreprise, dans vos dîners de famille, dans toutes les interactions, même dans la rue, dans les transports, etc. Donc, soyez un peu plus vigilants et essayez de déceler les mécanismes de domination qui se jouent devant vous. Éduquez-vous, s'il vous plaît. Désapprenez pour réapprendre. Si possible, encore mieux en autonomie, parce que parfois, justement, hier, je faisais un talk sur un autre sujet et j'ai 7 femmes qui se sont approchées à la fin du talk et qui m'ont dit « mais merci ». Et on parlait de féminisme et elles m'ont dit « mais en fait, je suis juste fatiguée, mon mec est génial, il est ouvert, il écoute, mais c'est toujours moi qui dois lire, écouter le podcast, moi qui dois lire le bouquin. Lui, il va avoir la flemme, il va en discuter 5 minutes, mais il ne va pas prendre ce temps. » Donc, se déconstruire, en fait, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend un peu d'effort. Faites-le. Ça rajoute encore une charge mentale. Exactement, ça rajoute une charge sur les femmes de devoir impliquer les hommes, parce qu'en fait, c'est déjà super fatigant. Il y a plein de charges. Ça en rajoute une d'éducation. Exactement, merci beaucoup. Prenez position, surtout au travail. Si vous êtes facilitateur, facilitatrice, ou pas d'ailleurs, juste si vous voyez, par exemple, j'étais dans un atelier ce matin, il y avait un quart de femmes. Toutes les questions de remarques, toute la place qui était prise par les participants, en fait, c'était surtout des hommes. J'ai entendu juste une ou deux remarques, et très rapides, de femmes qui étaient présentes. Donnez d'abord la parole aux femmes. Invitez monsieur à être plus succinct ou à arrêter d'interrompre sa collègue. Si vous entendez des blagues sexistes, des blagues un peu border, en fait, dites « en fait, c'est bon, ça me dérange, c'est pas drôle ». Parce que si c'est juste une femme qui dit « ça va être c'est bon, t'es relou, la féministe de service, t'as tes règles, t'as pas du monde ». Achetez des produits faits par des femmes, que ce soit des bouquins, par exemple, les OKR, c'est vachement à la mode, je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler. Il y a 2 bouquins de référence qui sont les plus souvent cités, un écrit par une femme, un écrit par un homme. Achetez celui de la femme. Si vous allez dans un marché de je sais pas quoi, marché de Noël, achetez des trucs aux femmes sur Etsy, enfin je sais pas, dans tous les domaines. Vous hésitez entre un développeur et une développeuse. Je suis désolée, discrimination positive. S'ils ont l'air bien tous les deux, ou elles ont l'air bien tous les deux, embauchez la femme à salaire égal. C'est donc la suite. Et engagez-vous. Ça peut être aussi simple que 3 clics pour signer une pétition contre l'IVG, contre l'arrêt de l'IVG, par exemple, enfin la mettre dans la Constitution française, par exemple. Ça peut aller à une manifestation annuelle fin novembre. Ça coûte juste une après-midi. Ça peut être encore plus loin si vous avez le temps et l'envie. Vous engager dans des associations locales, de votre quartier, de votre ville, etc. Et si vous n'avez pas le temps, ça peut être leur donner de l'argent pour les soutenir dans leurs efforts. Je vous mets quelques petites références pour celles et ceux qui ont Instagram. Il y a plein de comptes, mais notamment pour messieurs, nos alliés les hommes. C'est hyper documenté, c'est hyper bien. Je vous conseille vraiment ce compte. Les couilles et le cœur sur la table, c'est d'abord un podcast, excellent podcast de grande qualité de Victor Tuyon. Voilà, monsieur est d'accord. Si vous êtes plutôt podcast, si vous êtes plutôt lecture, ils ont sorti les contenus en bouquin. Voilà Emma, dont je vous parlais, elle a un blog, mais là par exemple, plutôt que d'aller juste consulter le blog gratuit, acheter son livre, ça va la soutenir dans son travail. C'était une ancienne développeuse, je crois.
Voilà, je vous ai mis le Doute, qui est une association, un collectif féministe assez connu. Ils font des formations en ligne gratuites. Ils font aussi un certain nombre d'actions. Vous pouvez aller ou pas, enfin, faites-le à la hauteur de votre engagement, de votre temps. Écoutez, discutez, mais surtout écoutez. Par rapport au recrutement, de comment recruter les femmes dans la tech, comment les faire rester, comment créer un espace safe et inclusif pour les femmes, je vous conseille des confs de Florence Chavanois, donc co-créatrice de la place des grenouilles, et de Marcy Chama, qui ont fait des conférences. Vous pouvez retrouver sur Internet leurs confs. Et soutenez aussi financièrement, que ce soit en achetant des œuvres, en donnant à des associations. Voilà, et là je vais prendre les questions. Je vous remercie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Tout à l'heure, vous parliez de sexisme bienveillant, comme par exemple laisser les femmes passer à chaque fois devant quand on apporte. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. Je me demande comment réagir pour arrêter cette situation de façon bienveillante. Bonne question. Alors, j'ai pas de réponse absolue. Moi, ce que je ferais, et ce que je fais déjà, c'est souvent l'effet aussi, enfin, en fait, c'est un peu 50-50, c'est parfois si je tiens la porte aux hommes, ou aux femmes d'ailleurs, parfois j'accepte et je passe, donc pour qu'il y ait une sorte d'égalité. Et si c'est quelqu'un qui insiste 50 000 heures, à vous de voir. Soit vous y allez un peu frontal et vous lui dites sur le champ, non mais en fait, là tu fais ça parce que je suis une femme, donc j'aimerais juste que tu me considères comme ton égal, et que si tu fais ça pour un... Enfin, est-ce que tu fais ça pour les hommes ou pas? Si tu ne le fais pas pour les hommes, ne le fais pas pour moi non plus, s'il te plaît. Soit juste laisser passer et prendre à part la personne plus tard, quand il y a le temps, quand c'est le bon moment, etc. Parce que là, vous allez peut-être à une autre réunion, ou déjeuner, ou que sais-je. Et choisir le bon moment pour essayer d'expliquer en fait que c'est du sexisme bienveillant. Ou que tu sais qu'il ne te veut pas du mal, etc. Mais qu'en fait, c'est être discriminé, être traité différemment parce que c'est une femme. Voilà ce que je fais. Oui. Question, je crois, compliquée. Enfin, en tout cas, si tu peux nous aider en tant qu'homme, c'est j'ai du mal à. J'ai des idées avec des histoires comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on était sexiste, et je trouve que c'est super important d'en préciser avant. La question, c'est en fait à quel moment aller la limite entre être un allié, être féministe, et à partir de quand on dérive sur du sexisme bienveillant finalement. En voulant aider, à quel moment on ne rentre pas dans le piège du triangle de Karpman, d'être sauveur, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas envie, qui ne se sent pas forcément agressé, et comment on ne rentre pas dans des situations complexes comme ça. Excellente question, merci de me la poser. C'est très complexe en effet, je n'ai pas vraiment une réponse, une recette toute faite. Effectivement, par exemple, si vous êtes dans une réunion et vous êtes toujours le gars qui vient dire non mais laisse parler une telle, laisse la place, arrête de l'interrompre, déjà ça peut être perçu comme de la drague ou un truc un peu, vraiment totalement contre-productif, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être aussi déjà en étant préventif plutôt que correctif. En amenant des sujets, finalement c'est un peu du test and learn. Je pense que ça dépend vraiment des situations. Essayez de faire aussi peut-être en sorte, plutôt qu'en fait, que ce ne soit pas visible que vous aidez. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, par exemple, je suis Scrum Master et je vais dire, ok, il se passe tel ou tel truc, il y a telle question qui est posée pour le groupe. Je vais aller interroger, qu'est-ce que tu en penses, toi? D'abord, aller interroger les femmes pour que ça leur laisse la place. Là, c'est plutôt invisible en fait comme place que tu vas accorder aux femmes. Et voilà, si tu modères en fait comme ça, par exemple, c'est discret. Mais j'ai pas de réponse vraiment toute faite. Peut-être aussi s'interroger soi, important, sur l'intention. Est-ce que je veux être sauveur? Voilà. Donc, prendre du recul sur sa posture, être dans une démarche un peu introspective. Je pense que ça aussi, comme point de départ, c'est pas mal. Je suis désolée, je n'ai pas de recette peut-être. Après, ça peut être un sujet de discussion que vous pouvez avoir dans des groupes de parole hommes, de comment vous résolvez cette question-là. Et je serais curieuse de savoir ce qu'il en pense. Je suis désolée, je crois qu'on doit y aller, mais je vais être là les 2 jours, si vous voulez rediscuter, je suis là. Merci.